Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Guillaume Roy qui est à la tête de Blackware Technologies. Guillaume me fascine par sa façon de voir le futur et de comprendre les choses. Et il a décidé de concentrer ses énergies sur l'intégration verticale dans la construction pour la transformation numérique. Écoute, dans cet épisode-là, il y a plein de pépites d'or. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Guillaume Roy de Blackware Technologies. Bonjour Cléo, merci pour l'invitation. OK. Guillaume, content que tu aies fait la route pour venir me voir. J'apprécie en studio, en personne. Ben oui, ben écoute, c'est un honneur pour moi que tu m'aies invité. Merci beaucoup. Moi, j'aime ça de voir. Écoute, on s'est connus il y a combien d'années à peu près? Ça doit faire au moins 5-6 ans facile. Il me semble que c'est en 2018, début 2019. C'est ça. Peut-être 2018 même. 2018. Fait que ça fait un bon 3-4 ans. Ouais. Et quand on s'est parlé, tu sais, moi, j'en vois des entrepreneurs. J'en rencontre des entrepreneurs. J'ai senti en toi un jeune brillant hors norme. OK? Ça te décrit tout pas fait. Surtout le hors norme, je te dirais. Là, ouais, ça, c'est pas la première fois, mais ouais, je te dirais, j'aime ça sortir des chantiers battus, think outside the box, là, c'est pas mal ma marque de commerce. Puis j'ai toujours aussi été impressionnée par ta façon de voir les choses. Tu sais, t'as une curiosité intellectuelle que j'ai rarement vue, en fait, de plusieurs gens. Comme ça, on côtoie des gens, mais toi, ta curiosité intellectuelle me fascine. Et j'espère aujourd'hui que tu vas être capable de nous partager un peu comment ça se passe dans ton cerveau. Oui, bien, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de ton mieux. Excellent, j'aime ça. Et écoute, on est les deux originaires de la Beauce. Oui, hein? cool. C'est le fun. Alors, tu as grandi en Beauce. Oui. Et quand j'invite les gens à Histoire d'hypercroissance, aujourd'hui, tu vas nous parler d'intelligence artificielle, comment l'évolution de ton entreprise, la façon dont tu vois les choses. Ça va être super intéressant pour notre audience. Mais j'aime toujours ça parler du parcours. Mm-hmm. Et je dis toujours qu'il y a des gens qui ont des parcours atypiques. Et aujourd'hui, tu es un papa bien impliqué, avec 3 beaux enfants et tout ça, et ta conjointe que tu adores. Mm-hmm. Mais quand on revient dans le passé, c'est peut-être ça, pas ça que les gens auraient cru. Non, je te dirais, à part ma mère, peut-être c'est la seule qui aurait cru que je serais où ce que je suis aujourd'hui, pour être honnête avec toi. OK. Fait que raconte-nous un peu ton passé. Et crime, OK. Ben écoute, grosso modo, je suis né dans une famille enfant unique. Oui. Un père entrepreneur qui réussit bien sa vie, qui est gâte en plus. J'étais très gâté. Tu sais, dans le genre, j'arrivais aux Zellers, j'ai encore une mémoire de ça. J'étais arrivé aux Zellers, je voulais le nouveau Far West là, en Lego. Là. Ça coûtait un 100$, puis je le savais comment convaincre mon père. Je partais à la course. Papa, je le veux. Il arrête, OK, go. Puis là, tu sais, il me l'achetait. Par contre, d'un autre côté, ça, mes parents, tu sais, j'étais très gâté, mais d'un autre côté, mon père, tu sais, ma curiosité, ça vient tout de mon père. Il m'a enseigné plein de choses. Puis, justement, par catcher, je sais pas pourquoi, mais de 0 à 15 ans, j'étais avec mes parents. Je me tenais avec tous des enfants, parents d'entrepreneurs. On a tous pas mal la même genre de vie, tout ça. Puis à un moment donné, je fais comme, attends un peu, toi, la vie, c'est pas de même. Je vais avoir des difficultés, puis à un moment donné, je vais tomber, que je vais me faire dire non, puis ta. J'ai dit, faut que j'aille vivre, excuse-moi le terme, mais il faut que j'aille vivre dans le trouble. Faut que j'aille me mettre connaître dans le trouble. Faut que je cherche c'est quoi la vraie vie, puis comment ça marche. Fait qu'à 15 ans, lâche l'école, puis je m'en vais de chez mes parents. OK. Bang, tiens-toi, on va voir c'est quoi la vraie vie. OK. Fait que j'ai eu la brillante idée, ou pas brillante, selon qui de droit, j'ai eu la brillante idée de trouver la gang, je pourrais dire, tu sais, à l'école, la gang de personnes qui avaient le moins de chance, qui étaient les plus qu'on considérait bombes, mettons, je vais dire ça comme ça. Puis la première soirée, je suis débarqué à le party, sans aucune invitation. OK. Fait que, imagine, là, on est pas mal dans les personnes qui sont les plus, comment je pourrais dire ça, tu sais, mettons, à Montréal, tu appellerais ça une gang de rue. On était en Beauce, il n'y avait pas de fusil ou quoi que ce soit, mais on était vraiment heavy duty. Puis pour te dire à quel point, c'est que le party, quand je suis arrivé, ils m'ont demandé j'étais qui, tout ça, puis ils m'ont attaché sur une chaise. OK.
Ça te donne une idée. Oui, ils m'ont attaché sur une chaise. Puis ils m'ont pas fait mal, rien, mais tu sais, ils se demandaient en crime j'étais qui. Puis tout de suite, ils commençaient déjà à me challenger, tout ça. Puis j'ai pas flanché. Puis j'ai resté là. J'ai resté couché là, par exprès, dans le party, là-bas, parce que je savais que c'est ces épreuves-là qui allaient m'amener plus tard à avoir une espèce de résilience, puis c'est ça que je venais chercher, dans le fond. OK. Puis, Parce que tu étais dans un parcours un peu de Watt, on va dire ça, comme ça. Tu sais, quand on dit nos enfants, on les garde, puis ils sont dans Watt. Puis là, à un moment donné, tu avais besoin de dire, regarde, moi, je vais perturber un peu ce modèle-là. Puis... Ben, c'est pas ça, la vraie vie. Ouais. C'est ça qui arrive souvent, c'est que... Puis on le voit aujourd'hui souvent... quand on a un parcours comme moi j'avais jusqu'à 15 ans, puis c'est pas pour dénigrer tout, on est plein, jugement, c'est vraiment sans jugement, parce qu'on est plein à avoir des parents entrepreneurs qu'on a repris les business, tout ça, mais pour de vrai, on le voit quand que le vrai épreuve de la vie arrive, une séparation, tu sais, des choses comme ça, puis que là, il y a personne pour balayer le chemin à ta place, puis il faut que tu fasses face. Il y en a beaucoup qui s'écroulent. Tu sais, dépression, malheureusement, des suicides. Le mal d'être, on le sent qui peut être très, très fort. Exact, puis... bref, moi, on dirait que c'était ça que j'allais chercher. C'était comme, écoute, je vais tellement me mettre dans le trouble que quand que je vais arriver face à des épreuves, ça me fera pas peur, je vais être prêt à passer à travers. Puis en faisant ça, ben, tu sais, avec le temps, je suis devenu ami avec ces gars-là, puis c'est devenu des chums. Pas tout le monde, on s'entend, on était une grosse gang, puis j'étais toujours à part, mais j'ai appris c'était quoi la vraie vie de genre, hey, OK, toi, tu mets le même linge à tous les jours parce que t'as pas d'argent, puis ta mère est pas là pour t'aider, puis ton père est pas là. Oui. Tu comprends? Personne s'en rend compte, mais OK, t'as de la misère à manger le matin, là. Fait que toi, t'as pas eu besoin d'aller faire un trip dans un camp de réfugiés en Afrique. Tu l'as vécu non, j'ai été le vivre, c'est ça. Puis genre, vivre pour de vrai, à 16-17 ans, j'étais ici à Montréal dans un club à La Boum. OK. Tu sais, des clubs vraiment heavy duty, je sais pas si tu sais c'est où, au-dessus du Paris, là. Tu sais, des places vraiment que je te suggérerais pas d'aller si ça existe encore aujourd'hui. Oui. C'était assez fou. Encore aujourd'hui, là, des fois, j'y repense à ce qu'on faisait. Puis tout, moi, j'étais vraiment un ange à comparer tous mes chums, là, pour être honnête avec toi, mais c'était fou qu'est-ce qu'on faisait puis qu'est-ce qu'on a vécu. Mais ça, c'était la vraie vie de... C'était l'école de la vie que tu avais envie de vivre. C'est ça, exactement. Je voulais enlever tout ça, ce watt-là, puis voir c'est quoi la vraie vie, c'est quoi la vraie vie difficile que le monde vive. Puis tu vois, je pense que c'est ça aujourd'hui qui me permet de ne pas avoir peur d'une crise de cash flow, de whatever en business. Puis tu regardes, c'est pas grave, ça va arriver, on va faire ça, on va faire tel move, puis on va s'en sortir, et ainsi de suite. Mais là, des parents qui ont un enfant unique, ça n'a pas dû être facile? Et non, vraiment pas. Au début, c'est sûr que mon père, il est décédé aujourd'hui, puis il a eu le temps de commencer à me voir virer de bord assez pour être fier, puis tout ça. Mais c'était ironique parce que la vie a fait les choses comme ça, hein. Je suis parti dans le sens, tu vas voir, je vais te prouver, je vais monter moi-même ma business. Ça sera pas elle à mon père, ça sera pas ci, ça, tu comprends? Puis quand je commençais vraiment à réussir puis à m'en sortir, si je pourrais dire, ben là, la maladie, malheureusement, est arrivée puis il est décédé quelques années après. Puis j'ai jamais eu le temps du pourquoi que je suis parti, dans le fond, pour éprouver. J'ai jamais eu le temps. Puis mon père, ça en a été un qui a été très affecté. Ma mère, bien sûr, une mère, on s'entend, c'est sûr. Mais mon père, c'était, en tant qu'homme d'affaires, son fils, c'était le bum. Oui. Tu comprends-tu? On est en Beauce. Là. Tout le monde se connaît. Là. Oui. Tout le monde le savait là, que Guillaume, il traînait au bar du mercredi au dimanche ou whatever. Puis lui, pour lui, ça l'a touché beaucoup. Là. Oui. Ouais. Il y a eu un moment où est-ce que, comme je te dis, il y a juste ma mère qui croyait que j'allais m'en sortir. Yes. Même plus mon père. Exact. Mais tu dis qu'au moins, il a pu quand même le voir avant de... Oui, écoute... ça, je te dirais, c'est quand j'ai parti ma première business, DRL, avec mon ami Stéphane Lessard, là, il a comme fait « Oh, OK, il est en train de revenir. » Puis tu sais, j'ai arrêté l'école en secondaire 3, j'ai même pas mon secondaire 3, puis il voyait que je m'étais tout instruit en anglais, en finance, puis je comprenais toute la comptabilité. Je faisais toute ma comptabilité moi-même. Fait que là, il était content de voir que « Hey, je suis en train de prendre l'autre chemin. » Puis là, ironiquement, tous les matins, il venait au bureau. OK. À tous les matins, là, à 9h, 9h30, il venait à mon bureau. Il n'est même pas employé, il n'est même pas actionnaire, il n'y a même pas de lien avec ma business, mais il venait comme si c'était la sienne à tous les matins pour voir comment ça allait au bureau. Ça, c'est la première business que tu as partie? Oui, DRL. À quel âge? 20. À 20 ans? J'ai acheté 4 boîtes de clous. Hey. Raconte-nous ça. Ah oui, ça, c'est Stéphane, qui écoute cet épisode-là, il va rire. Écoute, juste pour vous dire, on n'avait pas une scène, on n'avait pas de bureau, on n'avait rien. Puis on a réussi à économiser de l'argent pour s'acheter une palette de clous, puis de bras, d'agrafes, tout ça. Puis on savait même pas où la faire shipper, Cléo. OK. Fait que sais-tu qu'est-ce qu'on a fait?
On a donné l'adresse de la maison à mon père et ma mère. Ouais. Il y avait un garage. Imagine un quartier résidentiel. Puis on a dit, venez livrer ça là. Puis on appelait le transporteur pour savoir vers quelle heure il allait être là. Puis maintenant, on a dit, OK, il va être là. On part en auto, on s'en va chez mes parents. Mes parents sont même pas là. 53 pieds dans le quartier résidentiel, à travers les maisons. Lui, il était là. J'ai pas le droit d'être ici. C'est où, faut que je livre. Là, il dit, recule-toi ici, recule-toi ici. Là, il se recule dans la rue. Hey, on décharge toutes les boîtes de clous à bras. Mon auto, ou les autos, n'étaient pas assez. La suspension n'était pas assez forte pour supporter. Fait qu'il a fallu faire 3 voyages pour l'amener dans l'appartement. Tu sais, on n'avait rien, on n'avait pas d'entrepôt. Puis on allait livrer nous-mêmes nos caisses de clous chez les entrepreneurs. Je te le dis, Cléo, là, on a tout fait ça. Maintenant, on a eu assez de sous pour acheter une petite maison. Je te le dis, on a payé ça genre 65 000 $. Une petite maison dans un quartier industriel qui avait un débarcadère. On a été à Ferraille chercher un lift au propane, tout brisé. Mon associé Stéphane, c'est un ancien mécanicien, il l'a tout réparé. On a mis 1 000 $ dedans. Je te le dis, là, les fenêtres tapées en tape rouge. OK. Tu sais, là, le départ, là, quand on dit, là, c'était vraiment ça. Un vrai start-up, là? Oui, un vrai de vrai. Puis le garage en arrière, ben là, on l'avait tout rénové puis mis à nos couleurs. Stéphane, il s'était fait un atelier, tout ça. Je te le dis, là, Cléo. C'était quoi c'était quoi le modèle d'affaires? C'était vraiment, dans le fond, c'est de la distribution de matériaux de construction. Mais nous, on se disait, ça n'a pas d'allure qu'on ait des gros centres, genre des quincailleries, tout ça. Il faudrait qu'il y ait des centres de distribution qui shippent direct du drop ship. Fait que c'est direct du manufacturier directement à l'entrepreneur. Oui. Exactement. Sauf qu'au début, avant de faire ça, pour ouvrir des comptes, il faut l'acheter. Oui. Fait que là, c'est pour ça qu'on commandait du stock, tout ça. Puis là, maintenant, quand on a eu assez de volume, on se faisait ouvrir les comptes. Ben là, on a dit, garde, on va t'envoyer un PO, puis il faut que tu le shippes à l'endroit directement. Puis là, c'est là qu'on s'était monté un site web. Parce que nos clients allaient sur le site web, passaient leurs commandes en 2012. C'était 100% dans le cloud, 100% intégré en 2012-2013. Hey, nos comptables nous regardaient. Vous allez vous faire voler vos données, Puis, tu sais... Est-ce que c'est là que tu as eu la piqûre, justement, de la transformation numérique? C'est là, sans le savoir. Sans le savoir. C'est là que moi, je suis devenu, je pourrais dire, un mauvais président pour cette entreprise-là parce que, mettons, de 2013, 2014, 2015, j'étais beaucoup plus axé sur comment technologiquement je peux optimiser l'entreprise que quels matériaux, quels fournisseurs et ainsi de suite. Tu n'étais pas tant dans le sujet, mais plus dans le modèle. Oui, c'est ça, exactement. Puis, à un moment donné, ben, avec la maladie que mon père a eue, tout ça, remise en question, ainsi de suite. Puis, on a décidé, moi et Stéphane, que c'était mieux pour les deux, que moi, je quitte DRL. Stéphane reprend le lead de DRL. On a trouvé un acheteur, c'est en 2015-2016, puis j'ai vendu. Puis j'ai parti Blackware, dans le fond, en 2016. OK. Ouais, Blackware en 2016. OK, déjà? Wow! Oui. Ben, pour de vrai, là, si, mettons, on recule dans les livres, c'est 2012 que j'ai fondé la compagnie parce que dès le départ, quand on est tombé tous dans le cloud avec DRL, même nos clients nous disaient, comment tu fais pour faire ça? Moi aussi, je veux ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, attends un peu, je vais mettre les revenus dans une autre petite compagnie à part en attendant. Tu voyais l'opportunité d'affaires de peut-être transférer. Peut-être, mais à ce moment-là, c'était plus pour pas mélanger les choses. Puis c'était avec mon autre meilleur ami, Gilbert, qu'on faisait ça. Fait que moi, je voulais qu'il y ait du revenu pour lui aussi. Fait que j'ai mis ça dans une autre compagnie. Fait que c'était vraiment une compagnie à numéro, je pense, au départ. Mais tu sais, on pourrait dire qu'on a fondé Blackware en 2016 quand même. 2016 officiellement. Et en fait, quelle était ton intention lorsque tu as fondé Blackware? C'était vraiment de venir révolutionner le monde, dans le fond, la verticale, la construction. Au départ, quand on a commencé, on était... on n'avait pas le choix, on prenait tout type d'entreprise. Tu comprends? Parce que je pouvais pas... Financièrement, t'avais pas le luxe de choisir. J'avais pas le luxe de dire, j'avais pas assez d'argent dans mes poches pour me dire, regarde, on va juste focuser là-dessus. Fait qu'on a accepté un peu de tout, puis en même temps, ça a été bon parce qu'on a vu un peu de tout. On s'est planté à des endroits, il y a des choses que j'ai... Hey, ça, on n'ira jamais là, on veut pas ça. Puis je te dirais, c'est plus... où est-ce que ça s'est vraiment canné, là, ma précision par rapport à la construction, la verticale à la construction, c'est quand on a fait le programme à l'EB avec le programme Techno 2. Je me rappelle pas c'est en quelle année. C'était en 2019, 20 4 ans de ça. Ouais, c'est ça, c'était pas mal les moments qu'on s'est connus. Oui. Puis Louis, t'es débarqué avec son hélicoptère. T'es dans le cours, là, tu vois l'hélicoptère débarquer, puis... Il vient, puis tu sais, il y a de la prestance. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré, mais tu vois qu'il l'a déjà fait, puis c'est pas son premier rodéo et tout ça. Puis c'est là qu'il m'a dit une phrase, tout le monde est un jack of all trades. Ce que le monde cherche, c'est des one-trick pony. Ouais. Puis là, ça m'a resté... ben oui, c'est clair. Si je décide qu'on fait juste la construction, je vais devenir le meilleur là-dedans. Puis je vais juste faire ça, ça va devenir notre core, puis on va se distancer, puis...
on le voit aujourd'hui quand on arrive puis on regarde les clients, mettons, pour une transformation numérique. Pas dénigrer aucun autre transformateur, mais tout le monde fait de la transformation numérique pour toutes les industries. Fait qu'ils vont faire de l'alimentaire, du pharmaceutique, ainsi de suite. Pour nous, une transformation numérique, c'est plus business que technologique. Oui. Fait qu'il faut que tu connaisses bien la business. Puis Oui. ça, c'est notre gros élément différenciateur. Quand on arrive chez un client, par exemple, là, c'est vraiment, tu n'as pas besoin de nous expliquer comment tes clients et tes fournisseurs fonctionnent. On les connaît par cœur, les cycles transactionnels, par mois de ton élément différenciateur. OK. Tu me suis, fait que une PCC, une directive, un addenda, tout ça, on connaît ça par cœur. On a tous les modules, on fait ça. On sait qui la donne, qui la reçoit, ainsi de suite. Parle-moi comment toi tu travailles, puis c'est un gros edge au niveau... Ben oui. Et, mais dans le fond, tu sais, les entreprises, tu as parti avec les clous qui étaient quand même dans la construction, mais toi, tu as dit, regarde, je vais me spécialiser, mais dans tout ce qui est le volet construction. Oui, c'est ça. Dans la transformation vraiment numérique, fait que c'est... Comment je pourrais dire ça? On rentre dans le business, puis on regarde comment les méthodologies fonctionnent, first. Puis là, on dit, OK, parfait, ben regarde, dans le futur, voici comment ça va fonctionner. Fait que faut vraiment être en mode éducation en plus en même temps, puis être constamment en train de se challenger sur le futur de comment ça va fonctionner. On le voit, là, tu sais, tout le monde dans toutes les industries en ce moment, là, ça change. Là. Une banque, comment ça fonctionne aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera plus pareil, on le sait. C'est ça. Mais ça, c'est le côté que j'apprécie de toi, d'être capable de, tu sais, t'as quand même, tu sais, quand je parle de ta curiosité intellectuelle, tu es quand même capable de voir des tendances, tout ça. Tu sais, tu as eu plein de reconnaissances là, dans les dernières années. Tu es publié dans une revue aux États-Unis. Tu sais, il y a le gouvernement ici qui t'a reconnu. Fait que moi, je veux comprendre la bébite, là. Tu sais, fait que, tu sais, comment tu es capable d'être à l'affût de ça, d'être capable de voir une tendance dans 10 ans, dans 30 ans, ça va avoir de l'air de quoi? J'ai toujours eu un peu de misère à me le... Même moi, je me le demande comment ça. Tu sais, je le sais au fond intérieur de moi, mais je te dirais, c'est vraiment la curiosité d'accepter que tu vas... que c'est pas parce que... Comment je pourrais l'expliquer? C'est pas parce que ça fonctionne comme ça maintenant que ça va perdurer dans le temps. Exactement. Puis c'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'il y a c'est forcément ça son besoin. Puis j'aime ça souvent l'imager... tu sais, la fameuse métaphore, le quote du fondateur de Ford. Tu sais, il dit, si j'aurais écouté mes clients, j'aurais fait des chevals qui courent plus vite. Oui. Ben, lui, il circulait, puis il a dit, attends, le besoin, c'est de me déplacer de A à B. Ou, dans le temps, je pense que c'était plus tirer. Avoir de la force, dans le fond, là, du chevaux vapeur. Puis il s'est dit, ben garde, le besoin, c'est de tirer ou de se déplacer à un point A à B. On n'est pas obligé de faire ça via un cheval. On pourrait faire ça via un véhicule, motorisé. Fait que j'aime beaucoup approcher les choses de cette manière-là. Fait que, par exemple, chez nous, on s'assure que je n'apprenne pas comment programmer un logiciel. Puis on s'assure, Olivier, mon DG, tout le monde dans l'équipe, faut pas que je comprenne comment un logiciel se programme et comment une base de données fonctionne pour que je continue de demander des choses qui se peuvent pas. Oui. Tu me suis ce que je veux dire? Oui. C'est que je le sais pas que je peux pas le faire. Fait que moi, je reviens qu'à le besoin business. Je dis là, ça, dans 10 ans, dans 5 ans, ça va être comme ça. Il faut qu'on trouve le moyen de le faire comme ça. Oui, mais on peut pas parce que X, Y, Z, on va trouver le moyen. Oui. Parce que businessment, c'est ça qui fait du sens. Et c'est là qu'il y a une corrélation avec ton départ de la maison, de dire, regarde, je me suis mis dans des situations critiques, puis j'ai toujours trouvé des solutions. J'en suis sortie grandi de ça. Tu appliques la même chose dans ton modèle d'affaires. C'est ça, naturellement, effectivement. Ça fait partie de ton ADN. Oui. Ça fait partie de ton ADN. Ben, d'ailleurs, c'est ça qui m'avait le plus surpris. Tu sais, à l'EB, ils te font la première journée qu'ils te font. J'ai fait le programme émergence et le techno. L'émergence, c'était en 2017. Puis quand tu lis ton profil Dynamics, c'est tout le temps un peu quasiment épeurant. Là, tu lis les 2 pages, puis 98% est bon. Puis il expliquait dans mon profil Dynamics que je suis un profil qui performe dans le chaos. Mm-hmm. Fait que quand il arrive une crise ou qu'il arrive un gros problème ou quelque chose, ben je fige pas. Tu comprends-tu? Je suis pas en mode « Ah non », puis tout arrête. C'est plus « Ah ouais, OK, vite, comment on fait pour régler ça? » Puis passer à autre chose. Puis j'imagine que ça vient justement de quand j'étais jeune, les moments de crise que, c'est une bagarre, ça, ben j'étais resté toujours calme là-dedans, puis j'étais habitué de patauger dans des crises de même. Fait que là, j'arrive en business, je fais hey, il n'y a personne qui va mourir ici, il n'y a personne qui va se faire battre. C'est quoi? Pas stressant, là, calmons-nous, on va s'asseoir, on va trouver la solution. Mais en même temps, je suis tellement
craquer que je vais trop vite. Fait que là, ça l'amène un autre problème. Là, mais... Oui, mais on est deux rouges dans nos profils. C'est ça. Ben oui, je te comprends. Des fois, il faut que je me ralentisse puis je recule un peu. Là. Tout le monde n'est pas avec moi. Là, je vais me reculer. Mais... C'est ça. Mais c'est bien. Quand on parle des tendances, mettons qu'on prend l'industrie de la construction comme telle, c'est quoi les grandes tendances que tu vois? Première des choses, je veux pas aller trop loin, puis si on parle de ça, ça peut faire peur à certaines personnes, puis je suis pas ici assis en disant que j'ai la science infuse de comment qu'on va vivre dans le monde. Non, mais tu nous partages ta perception des choses avec ta curiosité. Première des choses, on va partir du fait que écologiquement, sur la planète, il faut changer nos modèles, OK? Oui. Fait que moi, je t'explique un peu mon process, c'est que en ce moment, notre modèle économique, il est linéaire. Petite parenthèse, j'ai arrêté l'école en secondaire 3, mais j'ai pas arrêté mon éducation. Tu le sais, j'ai investi énormément dans mon éducation pour constamment apprendre. Puis les choses fondamentales que j'ai apprises, c'est la finance et la fiscalité. Je comprends tout comment une compagnie se crée, puis toutes les intercos, toutes ces choses-là. Fait que quand j'ai commencé à regarder le modèle économique dans lequel la planète roule, que ce soit construction ou peu importe, on est dans un mode linéaire. Ce qui veut dire que, mettons, on regarde économiquement, tu es obligé d'avoir une croissance infinie. On s'entend? Si tu décroît, ton comptable, ta banque, personne n'aime ça, c'est pas la logique. Il faut que tu sois constamment en croissance. Par contre, les ressources sont limitées. Oui. Donc, comment un modèle économique infini peut continuer à perdurer dans le temps sous une ressource qui est limitée? Qui est épuisable. C'est là que je me suis rendu compte, puis dans le temps, c'était pas comme ça que je l'appelais, mais je me suis rendu compte que ça allait devenir circulaire. C'est qu'il allait falloir avoir des modèles d'affaires qui permettent de croître économiquement, mais qui permettent de limiter la consommation de la ressource. Oui. Et ça, ces modèles d'affaires-là, écologiques, verts, vont passer par la technologie. Fait que le moyen de transport, c'est la technologie. Je le dis souvent sur le créneau d'excellence, le bâtiment vert intelligent du Québec, sur lequel je siège. Je l'explique souvent, le I, c'est le moyen de transport du V. En ce moment, quand on fait une construction, être vert, ça coûte cher. Tu comprends les affaires? Ça coûte juste cher, c'est bon pour la planète, mais tu sais, pour de vrai, les finances, tout ça, il faut que tu le veuilles. On se comprend. Mais si on amène le modèle économique avec la technologie qui est circulaire, puis qu'on amène ça différemment, dans le sens, on n'achètera plus de fenêtres, on va les louer tant par mois, on va générer du kilowattheure, puis on va leur distribuer dans le réseau d'Hydro-Québec. On n'achètera plus de globes, on va les louer tant par mois, puis ils nous appartiendront plus, ils vont appartenir au fabricant, fait que lui, il va s'assurer qu'il t'offre pendant 1000 heures. Je vais juste lui donner le même coût ou moins cher par mois pour mon frais de luminosité. Fait que ça l'amène à, le fabricant, mettons, moi, je suis le fabricant de globes, j'arrive, je dis, regarde, Cléo, pour ton building commercial, ça te coûte 1 million de dollars par année de frais de luminosité. Fait que je te dis, OK, regarde, je vais te faire un contrat de 5 ans, 500 000 par année. Toi, tu fais comme, je sauve un demi-million par année, là, mes frais de luminosité, je ne suis pas plus folle qu'un autre. Là. Je vais signer, je vais dire go. Mais lui, là, aussitôt qu'il s'en revient de bord, ça va voir son usine, dit, hey, c'est fini les globes qui brisent à chaque 1000 heures. Là. C'est nous autres, à cette heure, qui est responsable d'aller changer chez Cléo. Fais-moi des globes qui durent pendant 100 000 ans, je veux la renouveler dans 5 ans sans y retourner. Oups, on change le modèle écologique complètement, puis le modèle économique, il est récurrent, puis il peut croître, malgré qu'on ne consomme pas la ressource. Fait en regardant ces modèles-là, je me suis dit, puis c'est la technologie qui va permettre ces changements-là. Puis on va le voir dans l'alimentaire, on va le voir dans la construction. Peu importe l'industrie. Peu importe, là, les banques. Tu sais, souvent, je fais une prédiction, puis peut-être que Desjardins m'aimeront pas, mais moi, je dis souvent, Desjardins ne sera pas une banque dans le futur, ça va être un gestionnaire immobilier numérique. Oui. C'est pour ça qu'ils ont acheté du proprio. Puis là, ils font, crime. Moi, ça, c'est ma perception, parce que je me dis que dans le futur, une banque comme on la connaît, c'est futile. Oui. En ce moment, technologiquement parlant, on devrait être en mesure de transiger de l'argent comme on transige des bitcoins. OK. T'as-tu déjà joué un peu dans la crypto? Non, pas en tout. Okay. Là, t'as comme, là, faut que tu me donnes un cours 101. Je suis pas un pro. Vraiment pas un pro de la crypto. Là. J'ai investi quelques milliers de dollars là-dedans juste pour tester un peu comment ça marche. Comprendre comment ça marche. C'est ça, comprendre un peu plus. Puis, la crypto-monnaie en tant que telle, c'est pas ça qui est impressionnant. C'est la technologie du blockchain en arrière. OK. Ça va permettre des banques du futur que tu puisses... Tous les services financiers qui existent aujourd'hui là, vont pouvoir se transiger complètement différemment. OK? Fait que, par exemple, mettons, tu veux investir à la bourse, là, tu peux prendre des plateformes Disney, toutes ces choses-là, puis tu as besoin d'un conseiller, et ainsi de suite.
Puis transiger de l'argent d'un pays à l'autre, c'est compliqué. Puis le SWIFT, puis le ci, puis le ça. Mais quand tu tombes dans le blockchain, tu n'as plus besoin de toutes ces choses-là. Tu n'as plus de barrières. Ben, tu n'as plus de barrières, puis c'est plus fiable en plus comme traçabilité, puis toutes ces choses-là. Oui. Puis ça devient facile de transiger, OK? Puis c'est là qu'avec l'arrivée de la technologie du blockchain, que moi, je crois sincèrement que ça va changer toute la game au niveau bancaire. Je vais donner un autre exemple. Le marché d'assurance automobile. Moi, je prévois que ça va disparaître. Pourquoi? C'est les fabricants qui vont assurer leur voiture direct, puis ils vont te le vendre avec l'assurance. OK. Parce que ça fait partie de l'économie circulaire. C'est le data. Le data? Oui. C'est que, imagine que, puis tu sais, il faut vraiment se projeter un peu dans le futur là, pour voir ça. C'est qu'imagine que chaque automobile, là, je parle pas des autos électriques. Je parle des autos intelligentes comme une Tesla. C'est très différent, OK? Qu'il soit à gaz électrique, rendu là, c'est même pas ça, c'est vraiment la techno. C'est que si tu détiens tout le data sur tous tes usagers, de comment ils conduisent, puis lequel qui a des chances de faire d'accident, puis toutes ces choses-là qu'une compagnie d'assurance a besoin, ben c'est le manufacturier qui est le mieux placé aujourd'hui. Tesla, c'est mis à vendre des assurances. OK. Direct. Il vend son assurance direct. Et qui n'est pas mieux placé que lui pour assurer son usager? Parce qu'il est capable de voir le comportement. Ben oui, il sait comment tu conduis. Le AI, le data à l'intérieur que tu cumules de ton auto, il sait quand tu es trop proche, quand tu es trop loin. Il connaît tous tes comportements. Moi, je ne voudrais pas être assuré par ma compagnie d'assurance. C'est ce qui me chargerait cher. C'est sûr que on est... Tu sais, là, on se projette vraiment loin. Il faut que toutes les autos soient intelligentes. Mais c'est tout à fait logique ce que tu amènes. Ce que je veux dire, c'est que tu sens cette émergence-là de nouveaux modèles d'évolution et tout. Bien, c'est que le consommateur va le demander. Je vais donner un exemple. Quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de routes, ou quelqu'un comme n'importe qui fait beaucoup de routes, ben mettons que tu lui dis, regarde, maintenant, tu vas pouvoir travailler pendant que l'auto conduit pour te rendre à tes rendez-vous entre Québec, Montréal, Toronto, peu importe où ce que tu te promènes. Je pense que tout le monde va dire, ouais, laisse faire les autos normales, puis au gaz, on peut en garder une comme classique pour se faire du fun la fin de semaine, là, mais au travail, c'est ça qui va prôner. Le consommateur va le demander, puis tout va s'en suivre. On va le faire. OK, fait qu'on commence à voir. Fait que là, cher auditeur, vous venez de découvrir un peu la bébite. Mais toutes les réflexions, mais dans le fond, c'est ça que j'aime de parler avec toi parce que tu m'amènes toujours une autre perspective que le commun des mortels n'a pas le temps. T'sais, moi, je pense dans du coaching assez linéaire. Oui, des transformations de modèles d'affaires, les structures, tout ça, ça n'enlève pas ça. Mais j'aime cette façon-là que tu as de voir les choses. Et si on l'amène dans la verticale de construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire un monde je te dirais préfabriqué en usine. OK. Imaginez une espèce de chantier qui est assemblé en blocs Lego. Oui. Une chaîne d'approvisionnement complètement intégrée. OK. Aussi, une chaîne d'approvisionnement complètement intégrée. Ce qui veut dire que les différents parties à l'intérieur d'une chaîne d'approvisionnement, imagines-tu construire le CHUM, le nombre de personnes qui travaillent. Oui. Le transporteur, le corps de métier, peu importe. Il y en a un qui tombe en retard ou quoi que ce soit, ça a trop d'impact sur les chantiers et tout ça. Fait qu'ils vont tous être intégrés ensemble. Puis, mettons, te le vulgariser, imagine un système qui gère les avions, mais qui gère tous les sous-traitants pour être sûr que tout le monde arrive tout le temps au quart de pouce. Oui. Puis pour contrôler puis standardiser, c'est plus facile en usine. Ben oui. Beaucoup plus facile. Fait que, selon nous, là, c'est ça. C'est que ça va être 80% en usine, puis 20% assemblé en chantier. Puis ça va être plus de monter des blocs Lego. Puis, tu sais, on pourrait en parler, mais on le voit déjà, là, que c'est vers là que ça s'en va. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la construction qui écoutent le podcast, qui vont dire non, c'est clair, c'est là que ça s'en va. Puis ça va aussi avec la pénurie de main-d'œuvre, ça va aussi avec l'automatisation, la robotisation, peu importe le domaine. Oui. Bien, souvent, ce que je dis aux gens, as-tu vu le chien jaune spot TVA avec Pomerleau? Non. T'as pas vu ça? OK. Salut, bonjour. Là, le chien jaune, là, il va sur les chantiers puis il peut faire de l'inspection à des endroits, mettons, plus dangereux. Mais surtout, ces appareils-là, que ce soit un chien, nous, on a un partenaire à San Francisco, Doxel, c'est plus des drones puis des petits buggy. En tout cas, toutes sortes de choses, peu importe. C'est la caméra sur le top du chien là, qui montrait, qui, lui, scanne le chantier en temps réel. OK. Fait que là, préparez-vous, on va aller un petit peu dans le futur. Fait qu'imaginez que l'hôpital est en train de se construire, puis tu as des milliers de drones, des milliers de petits chiens jaunes qui se promènent en temps réel sur le chantier. Puis tu as un AI qui voit toutes les caméras tout en même temps,
qui est plugué sur le plan de construction en temps réel, puis qui sait les avancements en temps réel. Fait qu'il fournit le data aux banques ou aux promoteurs, peu importe qui, en temps réel de où est rendu quoi, comment de pourcentage d'avancement est arrivé, une traçabilité complète des déficiences, de toutes ces choses-là. Puis imagine que ce plan-là va être connecté sur toutes les usines. Oui. Aussitôt qu'il détecte un bris, étage 2, tel module, telle affaire, tout repart. Puis non seulement ça, l'autre partie qui ne sera pas faite en usine va être probablement faite via une genre d'impression 3D. Fait que souvent, j'aime le dire comme ça, imagine un système intérieur, tu as des divisions de stud de fer. Ben le scanner va arriver, va dire, OK, ce stud-là, il est, mettons, 1000 mm, 1001 mm, 1002 mm, 1003, parce que, tu sais, ça, c'est pas tout le temps à droite, là, on s'entend. Ben le AI, en le voyant, il va faire printer les studs de fer à l'impression 3D en temps réel au millimètre près. Il va les taguer, puis l'autre robot va venir, puis il va les taguer. OK. Tu comprends? C'est que tout va être intégré ensemble, puis quand tu rentres dans la technologie, c'est là que tu vois les possibilités de OK, l'humain, comment il vit aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça qu'ils disent. C'est ça, quand on pense à nos enfants, on dit que le travail qu'ils vont faire n'existe pas encore. Non, exactement. Puis ça, honnêtement, mettons qu'on prendrait les plus grands du monde là, dans ce qu'on parle là, je suis sûr qu'ils diraient toutes la même chose. Pour de vrai, on le sait pas pour vrai. On le sait pas. On le sait pas pour vrai comment ça va être dans le futur, dans 20 ans, dans 25 ans. On a beaucoup de suppositions. Tu sais, moi, j'aimais des choses aujourd'hui, mais il n'y a personne qui le sait vraiment parce que c'est ça la beauté. N'importe qui est dans le AI ou juste du machine learning bien simple, ça te fait découvrir des affaires genre « Oh, OK, on peut faire ça. Oh, ou OK, ça peut venir chambouler. » Puis souvent, j'explique l'arrivée des technologies dans les modèles d'affaires qui peut avoir deux effets complètement contraires. Puis il faut faire attention parce que des fois, j'ai des gens réfractaires par rapport à la technologie dans le sens, on sait bien, regarde ce que Uber a fait à l'industrie du taxi. C'est vrai que Uber, on va le catégoriser, mettons, dans un effet destructeur. Lui, il est venu éliminer l'ancienne industrie, puis il a créé la nouvelle. Oui. Puis c'est correct, parce que je ne sais pas si tu prenais des taxis avant Uber, mais c'était pas super cool, là, le service qu'il nous donnait, puis tout ça. Puis à cette heure, ben là, c'est rendu que tout le monde est pas mal comme Uber, puis tu as du bon service. Par contre, eux, ils ont enlevé l'ancienne industrie, puis ils en ont inséré une nouvelle. On va dire ça comme ça. Airbnb, eux autres aussi, sont arrivés un peu à l'effet Uber, mais eux, ils n'ont pas eu le même effet. Ils n'ont pas eu l'effet destructeur. Fait qu'imagine, mettons, au départ, Airbnb arrive, puis là, t'as Marriott, t'as Hilton, toutes ces grandes boîtes-là, ils font « Oh boy, il y en a un nouveau joueur qui arrive », fait que là, ils ont peur. Mais pour de vrai, ce que ça a fait, c'est qu'imagine qu'avant Airbnb, Marriott, toute cette gang-là, ils se partageaient, mettons, leur marché, c'était une 12 pouces, pizza 12 pouces. Fait que là, maintenant, Airbnb est débarqué, la pizza, c'est devenu 24 pouces. Pourquoi? Ça a amené les gens à voyager plus. Oui. Tout le monde a gagné avec Airbnb. Marriott loue ses chambres sur Airbnb à cette heure. Oui. L'effet complètement différent, mais l'effet technologique est venu chambouler les modèles d'affaires. Tu me suis? C'est la techno peut avoir des effets, des fois, là, qu'on ne peut pas voir venir. Tu sais, comme moi, l'effet de la voiture, ben nous, on prévoit que dans les villes du futur, ça va être comme arriver à l'aéroport. Tu vas parquer ton auto d'un rang en Beauce en rang 8, là, on s'entend, on va encore conduire des autos. Mais quand tu vas arriver à dans Québec, des grands centres métropolitains. Tu vas dropper ton char, tu vas rentrer dans une genre de Tesla Shuttle, là, puis lui, il va t'amener, puis c'est pas ton auto, puis c'est comme tout intégré ensemble. Puis là, c'est là justement qu'il risque de pas avoir d'accident d'auto, toutes ces choses-là. Parce que toutes les autos vont se parler ensemble, vont savoir où est rendu où, les camions, toutes ces affaires-là. Puis c'est drôle quand tu regardes une Tesla, mettons, c'est la seule voiture qui est prête pour ces modèles-là. Oui, hein? Ouais. J'imagine que tu as une Tesla. Je viens juste de l'avoir, puis c'est pour ça que je l'ai acheté pour l'étudier. Parce que je voulais vraiment comprendre comment eux, ils avançaient par rapport à ça. Oui. Puis c'est pas pour prôner de tout le monde d'acheter une Tesla, c'est pas vraiment fait pour tout le monde, je vais être honnête encore. C'est pas encore assez mature pour dire que tout le monde pourrait avoir ça. Mais si tu t'assis puis tu regardes le modèle d'affaires à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas une entreprise de véhicules qui sera pas comme ça, selon moi, dans le futur. Oui, on s'en va tous vers ça. Oui. Ah, super intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Alors là, si on revient à Blackware. Oui. Donc là, on comprend un peu, tu es le président de ça, tu aimes la vision, tout ça. Fait que là, comment ça se transfère dans ton industrie et l'accompagnement des clients? Okay. Je te dirais, le départ, c'est l'éducation. OK. Fait que dans notre entreprise, mettons chez Blackware, quand on arrive chez un client, il va nous parler, bien sûr, des besoins. Fait que tu sais, le fameuse quote avec Ford, il me parle de ses besoins, qu'il aimerait ça faire telle chose.
Puis, nous, on fait juste ça. Fait qu'on le sait, ils ont tous pas mal les mêmes besoins selon leur catégorie. C'est tout le temps la même affaire. Tu sais, quand tu tombes, c'est comme moi, quand les gens veulent l'hypercroissance, ils vont dire « Ouais, mais moi, c'est pas pareil. » Commence par la base, là. Puis, tu sais, je vais parler d'une histoire. Une année, j'étais arrivé avec un client, puis il me disait « Nous autres, c'est pas ça qu'on fait. On fabrique pas. Nous autres, on n'est pas des manufacturiers. » Parce que là, nous, on était, dans nos débuts, on était plus forts dans le manufacturier. Là, les autres corps de métier se sont greffés autour au fil du temps. Puis, à un moment donné, il a fallu que je m'assise avec lui, puis j'y explique qu'en 1 puis en 0, fabriquer de quoi dans une usine ou dans le fond d'un trou ou dans le ciel ou peu importe où que tu vas le fabriquer, ça n'a pas d'importance. Tu fabriques quelque chose. OK? Puis, un coup que tu le vois en 0 puis en 1, là, le client fait comme « Ah ben, t'as bien trop raison. On fabrique des choses. » Puis là, il embarque dans « OK, là, je veux ça. Là, à cette heure que j'ai compris, là, je veux ton outil qui va m'aider à fabriquer mes choses. » On va dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment... Au début, l'éducation de « Oui, c'est vrai, là, ça fait 30 ans qu'on fait ça comme ça. Tu n'as pas tort, mais c'est pas de même que tu vas continuer à le faire. Ça va être comme ça pour raison X, Y, Z. » Un coup que le client il a compris ça, puis il y en a qui l'ont déjà compris avant qu'on arrive, là, c'est là qu'on dit « Regarde, ça donne bien. Nous autres, on a des outils et des méthodologies pour t'aider à devenir comme ça. » Puis parle-moi d'un peu d'Atum. Écoute, Atum, c'est une suite de produits. Fait que la manière que je pourrais t'expliquer ça, c'est que pendant nos transformations numériques, nous, on voulait revendre des produits des autres, être un revendeur. Puis on s'est rendu compte que l'industrie de la construction était tellement mal desservie. Là. Mais vraiment mal desservie. Puis c'est pas pour parler contre personne dans l'industrie ici en technologie de construction, mais le niveau technologique des applications disponibles sur le marché de la construction, là, c'était vraiment archaïque. Puis ça répond à des besoins de v'là 20 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Puis de v'là 10, 15 ans, peu importe. Puis moi, mon standard, je n'étais pas capable de revendre ces produits-là. Je ne peux pas conseiller ça à mes clients. Tu le voyais ça que... J'étais là, je peux pas faire ça. C'est le mentir, le dire de prendre cet outil-là. Puis je veux pas parler en mal de cet outil-là. C'est pas les fonctions qui sont pas bonnes. C'est la techno en arrière. Comme un peu Microsoft, ils ont frappé le mur. Il a fallu tout qu'ils réécrivent leurs applications dans le cloud quand maintenant ils ont bien vu que les Windows serveurs puis tout ça, ça allait tout sortir. Fait que j'ai décidé que j'allais créer ma propre suite d'outils, dans le fond, pour aider les entreprises, mais pas toutes. On a choisi des cores à l'intérieur. Fait qu'imagine une suite Office, mais c'est pas une suite Office, là, mais imagine une suite d'outils. Fait que Office, puis en dessous, ben là, tu as Atum ERP, tu as Atum Spin, console, hub, chain, AI, tout ça. Puis ce qui est intéressant pour mes clients, c'est que si, mettons, tu as déjà un ERP qui est quand même assez techno, tu n'es pas obligé de prendre le ERP, tu peux prendre les autres produits, tu peux prendre des parties de notre ERP puis l'intégrer avec ton autre ERP. C'est vraiment fait pour être modelable selon tes besoins, selon où tu es rendu dans ta maturité technologique aussi. Tu n'es pas obligé d'acheter tout. Puis le but, c'est de toujours laisser le client être libre. Parce que le plus gros problème qu'on a là-dedans, c'est que les entreprises de construction ne connaissent pas la technologie. C'est une entreprise très encore traditionnelle et conventionnelle. La plus vieille dans le monde, selon McKinsey & Co. Là, c'est elle qui a le moins évolué. Hey, pense-y, il y a 100 ans, on clouait 2x4 avec des clous. Ouais. Aujourd'hui, on cloue encore des 2x4 avec des clous. C'est juste que c'est un gun à clous, à l'air, robotisé, whatever. La transformation ne se fera pas. Dans le fond, c'est pas un gun à clous qui va clouer plus vite. Il n'y aura plus de stud de bois et de clous. Il va y avoir un autre procédé complet pour construire. Là, on va voir plein de choses, de l'impression 3D que je te parlais tantôt, toutes ces choses-là. Plein de choses, qui vont changer. OK. Fait que là, accompagnement d'un client typique, tu peux-tu juste me montrer, tu sais, sans dévoiler des clients, mais juste me dire, tu sais, c'est quoi l'implication de l'équipe versus, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Je te dirais, il y a 2 types d'implantation, OK? Il y a celle-là qui est le volet stratégique. Fait que ça, c'est vraiment, en ce moment, on les vend pas à tous les clients, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y en a qui sont déjà assez dans leur tête mature, puis ils veulent juste des outils, puis on leur donne les outils, on leur donne les guides de formation, puis that's it. Excuse-moi, ils s'implantent presque tout seul. On les accompagne, pas plus. Mais j'ai vraiment des clients que eux, c'est l'aspect vraiment stratégique. Fait qu'on s'assit, puis on parle juste du modèle d'affaires. Oui. Comment, toi, ton produit va se vendre dans 10 ans, 20 ans, peu importe. Fait que j'aime bien prendre l'exemple des portes et fenêtres parce que j'ai eu la chance de rencontrer les gens d'ILO puis d'Hydro-Québec par rapport à... Est-ce que tu as vu la nouvelle centrale virtuelle de Hydro-Québec? HILO. Tu vas voir ça. C'est vraiment cool. C'est, mettons, dans le futur, ça va être fait pour redistribuer le courant dans le réseau d'Hydro-Québec pour être carboneutre. OK? En ce moment, au Québec, on ne le sait pas, mais là, faites attention, je vous lâche des chiffres, mais c'est peut-être pas exactement ces chiffres-là, mais si je ne me trompe pas, c'est de 4 à 8 heures le soir, dans notre pic,
d'énergie, on va consommer 1,8 fois ou 2 fois ce que Hydro-Québec peut fournir en courant durant ces moments-là. Donc, on n'a pas le choix d'aller acheter de l'énergie nucléaire aux États-Unis. En faisant en sorte qu'on peut redistribuer puis balancer tout ça, bien, ça va optimiser le réseau, dans le fond, de Hydro-Québec. Puis là, c'est là que tous les appareils qu'on voit dans nos vies communes vont se mettre à générer du courant. Fait qu'exemple, imagine tous les buildings à Montréal si toutes les fenêtres généreraient du courant. OK, mais là, comment qu'une fenêtre peut générer du courant, mettons? Là? Quelqu'un, n'importe qui comprenne ça. Là. OK, bien là, il y a plusieurs procédés. Premièrement, il faut que tu ailles voir en Europe, là, ils viennent juste de l'annoncer publiquement. C'est un verre qui est un capteur solaire. OK. OK. La fenêtre devient intelligente. OK. Elle se loue tant par mois, OK. plus tant du kilowattheure, qu'il revend au propriétaire de l'immeuble, qui lui revend à l'intérieur du réseau d'Hydro-Québec. Un peu comme aujourd'hui, on le voit déjà, des gens qui ont des genres de panneaux solaires dans leur maison, puis qu'ils redonnent le courant à travers Hydro-Québec. C'est un peu un début de ça. Fait que c'est là, je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais tu sais, là, dans le temps du COVID, souvent, on ne possédera plus rien, puis ça va être mieux pour toi. Puis on commence à le voir à World Economic Forum, puis toutes ces choses-là. Moi, j'y crois beaucoup à ça. OK. Dans le sens que, pas qu'on possédera plus rien, mais on va arrêter de posséder des choses qui servent à rien. Oui. Ça te sert à quoi de posséder ta fenêtre, pour de vrai? Mettons, là. Mais ça ne me sert à rien, là. T'as l'impression que c'est à toi, mais pour de vrai, la ville, elle peut t'exproprier à tout moment. Oui. On s'entend, ça décide que le gouvernement passe une autoroute chez vous, ben, t'es out, on s'entend. Fait que, pour de vrai, si, mettons, on s'amène à un autre niveau, puis on dit, OK, parfait, ben moi, je veux pas acheter mes globes, je vais les louer tant par mois, fait comme ça, je vais arrêter d'en consommer, tu comprends? Puis là, on va arrêter de consommer la planète, puis mes fenêtres, ben, je veux plus les acheter, je vais les louer tant par mois, puis je vais faire de l'argent avec mes fenêtres, je vais les redistribuer dans le réseau d'Hydro-Québec, puis qu'on se met à avoir une mentalité comme ça, c'est là que ça va être possible d'atteindre le niveau écologique que je te parlais tantôt, dans le fond. Mais tu sais, souvent, là, je suis sûr qu'il y a des gens, mettons, qui écoutent, là, qui vont dire « Ah ouais, ben oui, c'est tout ça, le monde. là. » Mais tu sais, tu l'as oui. vécu souvent, puis tout ça. Mais en même temps, tu sais, c'est tout le temps un message un peu que tu envoies de dire c'est quoi l'impact qu'on peut avoir pour s'aider aussi. Ben oui. Comme tu dis, comme ta première hypothèse de départ, c'est pas d'en faire moins, c'est peut-on faire de l'hypercroissance dans cette économie-là circulaire pour qu'on préserve notre planète, mais quand là, en bout de ligne, tout le monde y gagne. Parce que c'est pas mieux de dire, ah ben là, on est trop sur la planète, on va wiper out la moitié de l'humanité, tu sais. Parce qu'on fournit pas assez en ressources, et ainsi de suite. Fait que là, il y en a des gens qui vont parler de décroissance. Mais c'est un petit peu utopique. C'est pas vrai dans l'histoire écrite qu'il y a eu de la décroissance. Bien, c'est drôle, parce que ça donne bien, tu es dans le podcast « Histoire d'hypercroissance ». Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'ai beaucoup de... Tu sais, moi, je reçois des fois des messages de dire tu es une capitaliste, hypercroissance, tu veux brûler les ressources, tu veux brûler... Ouais. Non, justement, c'est pour ça que je veux avoir des gens comme toi de dire, regarde, peut-on faire de l'hypercroissance dans nos modèles d'affaires? Peut-on les revoir différemment? Peut-on... Exact. Puis ça fait en sorte que tu n'es pas dans la pente descendante. Puis moi, c'est ça que je veux avoir comme entrepreneur sur mon podcast. Peux-tu avoir du monde qui pense différemment? Peux-tu avoir du monde qui nous amène ailleurs? C'est comme... Il faut vraiment changer le mindset parce que les gens qui t'écrivent et qui disent « Ah, t'es une capitaliste », techniquement, ils n'ont pas tort dans le sens... C'est vrai là, que les grosses compagnies, il y en a qui font du mal parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont des trimestres, ils sont publics, il faut qu'ils livrent, ils n'ont pas le choix. Puis c'est le système, c'est pas l'humain. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant hey, « Moi, je vais aller tuer toute la gang à tel endroit, puis je vais tout détruire la planète là-bas, puis je vais être bien fier de ça en arrivant au souper. » Mais non. Personne qui se lève... Bien, il y en a sûrement là, mais non, mais généralement, c'est pas ça le but. C'est pas ça, exactement. Fait que moi, c'est toujours ça que j'ai dit, puis c'est ce que j'ai promis à mon père avant qu'il meure, puis on en parlera au pire de tout ça, mais j'ai dit, moi, je vais utiliser mes connaissances puis mon entreprise pour changer le premier créneau qui est comment l'humain vit. Puis je vous le dis, mais que j'aille fini en 2030, 2035 pour la construction, je rentre dans la santé. Ouais. Je veux aller là si c'est pas déjà fait. Puis tant mieux si c'est fait déjà d'avant, je vais être plus heureux au monde, mais il faut changer le système. Ouais. Le système, comment il marche en ce moment, il marche plus, faut le changer. Puis quand je dis le changer, c'est louer des fenêtres, puis ça l'amène des complexités, puis ça l'amène des changements de mœurs complets là, pour les humains. Puis je le dis souvent, hein, dans une transformation, 80% du problème, c'est l'humain, c'est pas la techno ou l'outil. Mais c'est la résistance aussi, hein, la résistance. Puis, tu sais, est-ce que tu fais face à ça, de la résistance au changement? Constamment, oui. Puis même, ce qui est le plus étonnant, c'est que j'ai fait face moi-même, envers mes choses. Oui. Tu comprends? Même moi,
qui fait ça à temps plein, changer, qui prône le changement, Oui. puis qui des techniques, ben des fois, moi aussi, à la maison, ben je suis obligé de changer. Oui. Tu sais, tantôt, on parlait de la Tesla. J'ai pas aimé ça, acheter ma Tesla sur une application, pas parler à personne. Je pognais un air, des fois, là, je voulais parler à quelqu'un. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. J'ai accepté le changement. Oui. J'ai vécu ce process-là. Je sais que c'est les premiers. Puis après l'avoir vécu, je me suis dit, ouais, c'est clair. Imagine-tu comment on va économiser la planète de pas avoir plein de buildings partout, de concessionnaires avec du pied carré. Oui. Là, c'est là que tu fais comme, ouais, c'est clair. Je vais me puis je vais faire mieux. Oui. Je vais essayer de... Je vais apprendre de ça. C'est ça, je vais faut que j'apprenne de ça. Il faut me grandir là-dedans. Puis ça. Mais c'est dur, hein? C'est pas facile. C'est pas simple du tout, du tout, du tout. Puis tu sais, tu as quand même choisi une industrie qui est assez... conservatrice. Conservatrice, exactement. Tu sais, comment tu le vis, ça? Tu sais, c'est quoi les impacts? Puis parle-nous un petit peu peut-être des reconnaissances que tu as, parce que, tu sais, ton message est porteur. Tu sais, quand je t'ai connu, il y a 4-5 ans, tu avais exactement le même message, là. Tu sais, t'étais sur toi, tu as une clarté de vision, là. Tu as une ligne directrice, tout ça, tu t'en vas. Mais là, je pense que tu as plus d'oreilles, en tout cas, là, tu sais, qui t'écoutent. Oui, bien, de plus en plus, c'est sûr que là, tu sais, je repense à mes clients en 2017 qui m'ont dit oui, puis qu'ils sont encore là aujourd'hui, puis que je remercie encore. Puis écoute, c'est incroyable. Eux autres, ils ont acheté une idée, là. Ils ont acheté une vision. Puis... est-ce que j'ai eu un blanc? Ta question, c'était... C'était bien, comment toi, t'œuvres dans ce changement-là? Tu sais, la résistance au changement, tu fais quoi avec ça? Bien, comme je te dis, ça passe vraiment par l'éducation. Fait que si, mettons, le client est vraiment réfractaire, OK? Oui. Bien, je vais essayer de lui faire voir certaines choses qui ne viennent pas de moi. Oui. Puis ça, c'est l'humain est fait comme ça. Fait que si, mettons, exemple, je te parle de ce que j'aimerais ça faire, puis t'es là, louer mes fenêtres, mettons que t'es un fabricant de portes et fenêtres, louer mes fenêtres, ben voyons donc, on ne va pas ça pendant 100 ans. Ben là, je vais dire, ben regarde, tu vois-tu cette loi-là qui vient de changer? Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Mais ça arrive, puis là, je te dis un peu des exemples de choses, là, je montre des choses, là, il fait comme, t'as bien trop, voyons donc, toi. Pour vrai, ils ont fait ça, parce que moi, je suis un entrepreneur, comme moi tout, là, je suis pas mieux, là, on est collés de même dans nos business, on travaille. Sur l'arme, toujours. Puis, il veut pas m'amener, il réalise, c'est vrai, nous autres, dans l'industrie, on n'est pas des connaisseurs technologiques, on n'a pas pu voir le moyen de transport technologique qui s'en vient dans notre industrie. Puis, souvent, c'est à ce moment-là qu'ils font le déclic, qu'ils font « Ah, je comprends. OK, là, je t'écoute. Puis là, je peux embarquer, puis là, je peux lui expliquer. » Mais des fois, il y en a que c'est juste... Va-t'en, je veux pas te parler. Oui, bien, il ira pas. Ben non, c'est sûr et certain. Puis là, tu commences à avoir quand même beaucoup d'influence. Parle-nous un peu de tu sais, tu as été quand même invité à différents forums. Parle-nous un peu de ça. Ben écoute, c'est sûr, je me rappellerai toujours, quand ça a commencé, plus les conférences, j'ai un de mes clients qui m'avait référé dans l'ACQ. Il avait dit, hey, lui, il a une vision, il faut vraiment qu'il vienne parler aux entreprises, tout ça. Puis, grâce à lui, j'avais été invité en 2018 à aller faire une conférence devant 150 entrepreneurs. Puis à ce moment-là, je ne savais pas que la COVID, tout ça n'existait pas. Puis j'avais dit 70% des compagnies qui sont ici vont disparaître d'ici 5 à 10 ans. Puis je ne sais pas comment, même année, il va y avoir un gros événement qui va faire le début de ça, qui va venir shaker la planète, puis qui va changer ça, bout pour bout, va changer tous les paradigmes. Puis c'est sûr que sur le coup... ça riait quasiment dans la salle, tu comprends? Oui. Puis là, à un moment donné, ils en entendent parler aux États-Unis que ça répète la même affaire que moi. Puis là, la COVID arrive, finalement, aller dans le cloud, c'est mandatoire, là, tu travailles à distance, là, c'est ça, exactement. Fait que là, tout commence à prendre du sens. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que toi toi qui assemble tout en chantier versus quelqu'un qui est en préfabrication, tu te rends compte que tu es pas mal moins rentable, tout ça. Fait que là, ils font des corrélations un peu par rapport à ça. Puis, avec le temps, les autres associations, le gouvernement, des entrepreneurs voient ça aller, puis ils me disent hey, viens avec nous, viens faire ça, viens faire ci. Fait que, écoute, on cherche rien, on se fait toujours approcher pour faire des conférences ou des choses comme ça. Donne-moi donc des exemples, là, des événements, là, des fiertés que tu as eues dans les dernières années. J'ai eu la chance de participer à un panel d'experts sur l'intelligence artificielle avec la Chambre de commerce Industrie de Québec. J'ai donné une conférence en Californie pour un de nos partenaires pour venir indiquer comment les logiciels vont venir changer l'industrie de la construction. On a paru dans une revue... au Wisconsin, dans le Midwest, parce qu'eux autres capotaient sur ce qu'on faisait, puis tout ça, puis ils veulent que toute leur industrie soit au courant.
J'ai gagné récemment un concours Aura. Là, j'ai été mis dans le Metaverse, j'ai été géantisé au quartier d'Youville, tout ça, parce que notre entreprise a un impact directement sur la société, puis l'environnement, puis le gouvernement voulait souligner ça. J'ai la chance de siéger sur le bâtiment vert intelligent du Québec. Puis c'est M. Michel Dallaire, l'ancien président de Communard, qui m'a invité personnellement à venir avec eux pour les aider justement par rapport à la branche intelligente. Fait qu'à un moment donné, quand tout ce monde-là t'appelle puis te disent « Hey, viens dire ça », ben après ça, écoute, on a eu la Corporation des entrepreneurs générales du Québec qui nous ont approchés puis qui ont dit « Écoute, on veut que tu viennes à notre grosse conférence. » Là, c'était la COVID, le shutdown. On l'a refait en 2023, en février. Mais ils veulent que je vienne aussi partager cette vision-là. Puis tranquillement, mais sûrement, on a eu des gens qui se sont joints à la cause, je vais dire ça comme ça. Oui. Puis à cette heure, écoute, quand je dis ça, il n'y a personne qui ne me croit plus là, ou quoi que ce soit. Là, ils sont plus en mode... il y a plus des fervents supporters qui s'en viennent avec toi. Puis surtout, c'est comme ils voient, c'est que une compagnie de Belgique a gagné les portes et fenêtres sur ce contrat-là. Oups! C'est quoi ça? Depuis quand ça l'arrive? Maintenant, eux autres sont tous lights out manufacturing. Tu rentres dans l'usine, il n'y a même pas de lumière, juste des robots. Soumissionner des projets au Québec, c'est plus un gros problème, c'est juste du shipping. Tu comprends ce que je veux dire? Puis toi, tu es au papier. Ouais. Tu peux pas compétitionner contre ça. C'est clair que non. C'est impossible. Puis, ça l'amène justement beaucoup de changements. Tu sais, quand je parlais du changement, là, c'est qu'un robot, ça parle pas avec du papier, ça parle avec du data. Fait que là, tout, quand on transforme une business, qu'on rentre, tout est une question de data. Oui. Puis je l'explique à mes clients, je lui dis, allez voir le chercheur à Oxford University, le AI, je ne sais pas si tu as vu, ils ont créé un AI professeur, je ne sais pas trop, en tout cas, tu peux jaser avec. Puis il jasait avec, puis il disait, c'est quoi le futur des business dans le futur? Il a répondu une affaire du genre, les temps où est-ce que les entreprises vendaient des produits et services, c'était le 20e siècle. La business du 21e siècle, c'est celle qui va vendre la bonne information au bon moment. Ouais. Ça s'appelle du data, ça. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça que Google, Facebook, Amazon sont aussi remplis. Ils ont le data. Ils savent qui veut acheter, qui cherche quoi. D'où Amazon qui a acheté Old Food pour avoir le data du consommateur puis de le voir aller. C'est tout ça. Ouais. C'est vraiment... Puis là, c'est là, quand mes clients, j'arrive avec eux, puis là, je dis, imagine-tu, toi, tu vas être l'entreprise qui va avoir tout le data au bon moment. Tu vas fournir ça à l'entrepreneur général. Peu importe c'est qui ta personne que tu dois le fournir, tu vas toujours être sa coche. C'est sûr, tu es un incontournable à correr ça avec l'autre qui est au papier, qui fait plein d'erreurs, puis il a toutes ses déficiences, tout ça. C'est clair. Mon Dieu, super inspirant. Et là, dans ton développement personnel, tu dis que tu t'informes beaucoup, tu questionnes. Fait que moi, je trouve ça super inspirant. Comment tu grandis, toi, dans tout ça? Parce que moi, je pense au gars là, qui est parti à 15 ans, là, puis je te vois aujourd'hui, puis je suis tellement fière de toi. Là. C'est comme, c'est capoté là, de te voir aller. Là. Écoute, Cléo, premièrement, merci, mais c'est grâce à des gens comme toi qui m'ont fait confiance à la petite bébite que j'étais, puis qui me permettent de s'asseoir avec moi, puis de me l'apprendre. Parce que, comme je te dis, j'ai lâché l'école à 15 ans parce que pour moi, mon éducation était plus importante que ce que les professeurs attitraient à mon éducation à moi, je vais dire ça comme ça. Oui. Puis tu m'aurais posé à 7 ans, c'est quoi je voulais faire? Je voulais pas être policier, je voulais être président. Oui. Tu comprends? Ça n'a jamais changé, ça. Puis tu demanderais à ma mère et à mon père, ils pourraient te le dire. Oui. Ça n'a jamais changé. Fait que moi, ce qui m'apprenait rendu en secondaire 3-4, ça avait plus de rapport avec ce que je voulais faire vraiment. C'est ça. Fait que j'ai commencé par aller chercher vraiment, dans le fond, comprendre bien l'anglais pour avoir accès. Ça, c'est les meilleurs conseils que je peux donner par rapport à ça, là, c'est apprendre l'anglais en premier. Parce qu'un coup que tu comprends l'anglais, tu as accès à une pool de data, d'informations, qui est beaucoup plus énorme qu'en français. Okay? La deuxième, c'est apprends la finance. Tu n'as pas le choix d'apprendre la finance parce que le monde dans lequel tu habites fonctionne avec ça. C'est le moyen de transport. Tu ne seras pas plus heureux ou moins heureux. Mais définitivement, si tu en as plus que l'autre, tu vas pouvoir te rendre plus loin où tu vas aller. C'est sûr, le monde, il fonctionne comme ça. Puis quand je dis apprendre la finance, c'est comprendre comment l'argent circule dans l'économie, comment la banque évalue une valorisation de ta maison, comment la banque prête à un entrepreneur, comment une entreprise fonctionne, une personne morale versus une personne normale. Pourquoi que
ah ben oui, c'est vrai, une entreprise, ça n'a pas les mêmes livres de loi qu'un humain. Ça ne peut pas tuer une entreprise. Ça peut pas, tu comprends-tu? Mais ça a d'autres choses que ça peut faire qu'un humain ne peut pas faire. Fait comprendre tout ce volet-là de mécanique financière. De comprendre que, OK, il y a vraiment un système financier qui est peu connu, puis il faut que tu comprennes vraiment comment ça fonctionne. Puis après ça, c'est vraiment le troisième que je dirais, c'est plus récent, c'est la techno. Ça, tout, c'est un nouveau moyen de transport dans l'économie qui va se placer. Aujourd'hui, moi, je le dis souvent à mes clients, dans le futur, il n'y a pas une entreprise qui ne sera pas technologique en premier. Puis après ça, elle va faire son métier. Oui. Elle n'aura pas le choix. OK? Oui. Fait qu'après, tout de suite, c'est quoi la technologie? Bien, c'est que la technologie dans ton entreprise doit devenir ton avantage compétitif. Ton moyen de transport. Exact. Ton avantage compétitif. Tu sers-toi de la technologie dans ton industrie pour en faire un avantage compétitif. Exactement. Oui. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Dans tous les business qu'on commence, on fait une transformation numérique, ils n'ont jamais de plan technologique. Si, je sais. Nous, on implante des logiciels. OK. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne veut pas avoir de papier. Moi, je dis, pas avoir de papier, c'est un résultat d'une transformation numérique, c'est pas un objectif. C'est sûr que tu n'auras pas de papier après une transformation numérique. Ça n'a rien de le mettre dans les objectifs. Tu comprends-tu? C'est quoi ton objectif? Ah, je veux croître par acquisition. Ah, OK. Tu veux croître par acquisition? On va se faire un système qui va gérer les systèmes d'information des entreprises que tu vas acquérir, puis on va se faire une méthodologie qui va te permettre que quand tu acquéris une business, elle rentre dans le nouveau système, est formée, puis up and running tout de suite après. Puis que là, tu crées de la valeur d'avoir intégré ce business-là. Oui, là, tu as de la valeur. Là, tu n'as pas raté ton acquisition parce que quand tu l'as acquéri, tu savais déjà comment tu allais la transformer, tu savais déjà comment les PO allaient se faire. Là, ce qui arrive, c'est que quand tu n'as pas la techno, tu achètes des entreprises, mettons, puis ils ont chacun le système d'information, chacun le méthode. Et tout est découplé, puis il n'y a pas de valeur qui est créée. Puis là, après ça, ils sont pognés avec tout ça. Puis ils ont 4 systèmes à gérer. Puis ils partent des migrations dans l'ERP, puis tout ça. Fait que t'es mieux de tout être techno au départ, puis de commencer, puis d'arrimer ton plan technologique avec ton plan stratégique. Ouais. Parce que quelqu'un qui ne veut pas croître par acquisition, on ne fera pas ça. Non. Mais c'est ça. D'où l'importance de faire ce que je fais, moi, tout le temps, de voir c'est quoi ta vision, vers où tu veux t'en aller, c'est quoi le plein potentiel de ta business. Exact. Mais après, fais-toi un roadmap technologique pour supporter ça. C'est ça. Puis sers-toi de ça comme compétence fondamentale, la technologie. Vraiment. Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ils veulent juste dire, ils veulent comme faire check, OK, j'ai transformé, j'ai fait ma transformation numérique, mais ne comprennent pas ces business en transformation numérique. Absolument pas. Absolument pas. Fait que je pense que ça, tu nous l'expliques bien. Puis moi, le 5e que je rajouterais, c'est que tu prends du temps de te développer, puis tu es coachable. Moi, je vais dire comme ça, tu n'as pas peur de te faire challenger. Non, vraiment pas. Tu es intéressé par les nouvelles pratiques, mais autant au niveau de l'humain, tu sais, de comprendre, tu sais, puis ça, c'est une belle qualité que tu as. Ah ouais, ben merci. Puis honnêtement, quand j'étais plus jeune, je m'en rendais moins compte de ça. Puis, un moment donné, j'avais eu une discussion parce que j'ai joué beaucoup au basket, tu sais. J'ai joué beaucoup au basket. Et en passant, son fils de 5 ans joue dans une équipe de 9 ans au basket aussi. Fait qu'il suit les traces de son père. Ouais, mais il va être pas mal mieux que moi à date. Puis justement, tu sais, au basket, en Beauce, j'ai réussi à atteindre un niveau vraiment bien. Okay? Assez pour qu'il fallait que j'aille jouer à Québec pour avoir du challenge puis tout ça. Puis j'ai jamais joué dans une vraie équipe. J'ai jamais eu de coach dans ma vie de basket. J'ai jamais eu, parce que j'ai quitté l'école bien trop tôt. J'ai découvert le basket, j'avais 15 ans. Fait que j'étais déjà plus à l'école quand j'ai découvert le basket. Mais pourtant, j'ai rencontré plein de bons joueurs puis de coachs. Puis il y a 2 gars en Beauce que je peux nommer, et ça va me faire plaisir. C'est Nicolas Rodrigue puis Nicolas Pomerleau. C'était des joueurs et coachs, en tout cas, de basket. Nicolas Rodrigue était un petit peu plus jeune que moi, puis Nicolas Pomerleau, c'était un plus vieux. Il était dans les plus vieux, puis il était rendu même professeur à l'école. Puis, eux autres, j'allais toujours les voir pour qu'ils me donnent des conseils parce que je savais qu'ils étaient bons techniques puis tout ça. Puis, eux autres, même, ils n'en revenaient pas. Ils me le montraient une fois. Moi, c'était downloadé. Je l'appliquais tout de suite après. Puis, mais c'est ça qui me fascine de toi. Tu sais, moi, je me rappelle, là, au début, là, je disais, OK, on va travailler ensemble. Parce que tu m'avais inspiré. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps le goût de. Tu sais, tu n'étais peut-être pas dans la cible de mes clients. Puis, c'est pas grave. J'avais comme le goût. Mais, tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un intégrer autant des concepts quand quelqu'un dit quelque chose. Tu sais, c'est comme. Ça fait du sens, là, tu sais, mais c'est comme tu le processes, tu l'intègres. Puis, tu deviens avec cette discipline-là de constante évolution et d'amélioration. Ce que le monde ne savent pas, c'est que, puis ma blonde, elle le sait en maudit, mais j'attribue au moins 1 heure et demie par jour à mon éducation. Oui.
Puis là, ce temps-ci, je trippe beaucoup sur l'histoire. OK. Mais tu sais, c'est pas juste aller lire, là, je vais tout apprendre, les empereurs romains, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait telle affaire. Puis là, je recule après ça. Là, je suis rendu d'un dieu sumérien, là, tu comprends? Okay. Enki, Enlil. Puis là, j'essaye de comprendre les corrélations entre les dieux du Maya, les dieux égyptiens, les dieux sumériens. Puis le data de la construction. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai besoin, moi, de personnellement me challenger toujours. De toujours en apprendre plus. Puis, ouais. Tu sais, même l'histoire, j'apprends pas ça par hasard. Tu comprends? J'étudie ça pour comprendre comment l'humanité évolue puis reconnaître tous les patterns de l'humanité. Puis je commence à les apprendre. Il y en a 3 gros. Il y a les conflits, il y a l'économie, puis il y a la température. OK? Puis l'histoire nous enseigne bien le futur. Tu sais, hein, quand ils disent ça. Fait que c'est facile de voir les genres de patterns de l'humain puis toutes ces choses-là. Fait que j'essaye de comme regarder qu'est-ce qui se passait dans le passé puis de reconnaître les patterns de l'humain pour voir, ben dans le futur, c'est quoi les patterns, on est où aujourd'hui par rapport. Puis récemment, ben lundi, à ton sommet, à l'hypercroissance, j'expliquais justement à Dany et Olivier qui était avec moi que là, je commençais à regarder je me rappelle même plus, le Contourif ou Pentourif, c'est le cycle financier dans les économies. Puis là, on regardait le temps, puis je regarde, les taux d'intérêt montent, là, puis tout, là, regarde, on va être là. Puis là, on va faire ça. Fait que là, tu sais que ça fait 10 000 ans que ça marche de même. Ouais. C'est sûr, ça va encore marcher de même. Alignons-nous donc pour être sûr d'être prêt quand ça va arriver. Exact. Moi, c'est le même que je pense. Fait que là, je fais comme, OK, parfait. Ben là, c'est quoi le prochain pattern? Ça va être ci, ça va être ça. Puis tu le vois, mettons, dans Techno. V'là 20 ans, on était sur des serveurs. OK? Le cloud, c'est la même affaire que des serveurs, mais c'est comme décentralisé. Puis le futur, c'est le edge computing, mettons. Je suis pas assez technique en infrastructure pour creuser là-dedans, mais la mécanique, là, c'est pareil comme dans le temps quand on était sur serveur. C'est ça. Fait que le pattern revient constamment. Puis là, il va y avoir un autre genre de cloud qu'on ne sait pas encore c'est quoi après. Puis il y a constamment ces patterns-là. Puis moi, l'histoire, c'est ça, je vais chercher là-dedans. Bon, bien en fait, moi, je pense que, Guillaume, tu es en train d'écrire ton histoire. Puis ton pattern va te mener très loin. Puis j'ai tellement hâte de te revoir en 2030, en 2040, en 2050, parce que tu vas changer le monde, c'est sûr et certain. Et je te remercie infiniment de nous avoir partagé un peu de ce qui se passe dans ta tête. C'est tellement inspirant d'avoir des jeunes comme toi qui ont cette vision-là. Là. Vraiment, merci beaucoup. Bien, merci à toi, sérieux, de m'avoir invité, de m'avoir permis de la partager. C'est toujours un plaisir. Puis comme vous avez pu voir, des fois, je pars. Puis là, même moi, dans ma tête, je veux dire des choses, puis je me mélange. Là, mais je t'ai trouvé très bon. Ouais? Ah oui, c'était très clair. J'essaye d'être... tu sais, mon coach à l'EB, Éric Michel, j'imagine que tu le connais. Là. C'est ça, il me disait toujours, Guillaume, rappelle-toi, toi, là, ton 20%, c'est 150% des autres. Fait que calme-toi. Quand tu parles à quelqu'un, calme-toi. Reste calme. Puis quand je dis ça, c'est pas dans le sens que je suis meilleur. C'est juste que je suis très TDR. Je vais très, 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 très vite. Puis des fois, ben j'irrite les gens. Puis juste comme là, en entrevue, j'avais peur d'être... Absolument pas. Partir partout. Non. Tout, fait que tu as été génial. Ah, ben merci génial. beaucoup, merci beaucoup. C'était parfait. Super. OK. Fait qu'on va aimer ça te suivre. On va mettre tous les liens, dans le fond, des choses que tu veux nous partager. Si tu veux inspirer nos auditeurs, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Puis suivez Guillaume parce qu'on a beaucoup à apprendre de toi. Ben merci. Puis c'est tout grâce à toi puis des gens comme toi qui me l'ont enseigné. Puis je vais continuer à vous promettre. Je le dis souvent, je suis pas le meilleur, mais j'aime être le meilleur, devenir le meilleur. Ah. Je vais continuer à essayer d'être ça. Excellent, j'adore ça. Merci. Merci beaucoup. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.